Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Et cette semaine, c'est un invité. On jase avec un policier, Oh shit. sergent Jean-Raphaël Drolet. Salut Benoît, salut Pierre-Marc. Salut Allô. Matt. Grosse discussion. Ouais, c'était cool. On a démystifié le métier de police. On a posé nos questions, tout ce qu'on voulait savoir sur les choses essentielles et un peu moins essentielles. Ah ouais, c'est bien cool, une belle rencontre avec un policier. Ça fait Très ouverte. Ouais, c'est ça. Un gars de com aussi, des polices qui connaissent son sujet beaucoup. Donc, il nous a bien présenté de manière simple et intéressante ce qui est le métier finalement. Puis c'est ce à quoi les réalités avec lesquelles ils doivent composer. Ouais, c'est le fun d'être de se boire là du char une fois. Ouais. T'avais-tu peur de te faire arrêter ou quelque chose? Ouais, Non, j'ai juste eu j'ai des souvenirs. J'ai parlé avec la police dans ma vie, Mathieu. ouais. C'est arrivé ça. Mm. Mais C'était plus smart que les polices de Boston. Hein? pas mal plus smart que les Ouais. polices. Non, de mais Boston. Jean-Raphaël, il y avait une bonne façon de nous mettre à l'aise. Ouais. Parce Oh, que puis- je pense qu'on pouvait... je pense qu'on peut dire qu'on était un petit peu intimidés au début, mais en même temps. Ben, c'est sûr que quand le gars est en face de toi, il te parle, il y a un fusil, C'est la cuisse. tu fais attention. Tu sais, tu peux être hostile. On n'est pas aux États-Unis, man. Ah, Non, ok. mais c'est l'intimidation, je pense, ça vient plus aussi de savoir où il est à l'aise d'aller lui. Puis de Ouais, voir c'est qu'après ça. ça, finalement, Ouais. regarde, il est bien Mhm. ouvert. Fait que C'est go, bien on y open. va. C'était vraiment, C'était bien vraiment eu du fun. On a beaucoup parlé évidemment de son projet SQ Télé Ouais. que vous pourrez voir sur YouTube. Allez voir ça. Il y a vraiment plein de vidéos vraiment intéressantes faites en Abitibi puis ailleurs. Fait que, avec des situations là, qui se passent ici et là au Québec. Fait que c'est vraiment une discussion intéressante. Sinon, on a un nouveau site web, la gang. Yeah! Yes. acpodcast.ca C'est et les productions ac.com. Ouais. Ça mène à la même place. Fait que je Ben, sais c'est pas, nous, productionac.com. Pro.com. Production avec un S. Ouais. Parce que c'est des productions. Ou on peut voir ça, productionsac.com. On peut voir ça comme ça. Vrai, comme- t'as raison. C'est vrai, mais Société. Production sac. Ah, j'avais pris du temps à comprendre. S-A-C. Eh oui, c'est Fait moi que qui là-dessus, l'ai vous allez retrouver tous nos podcasts, tous nos services, tous nos des blogs aussi d'actualité culturelle. Et, une fois de temps en temps, on va se laisser aller à l'écriture pour partager nos découvertes et nos niaiseries là, du web. J'ai hât de voir le premier blog de Pierre-Marc. On travaille là-dessus. Là. Travaille là-dessus. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. T'entendais des nouvelles, Travaille t'entends dehors du micro. Ok, mais c'est bon. Fait que Je suis en train de spoiler quelque chose qui n'existait pas. Fait qu'allez voir là-dessus, Non, on mais- va essayer d'animer la communauté blogueuse maintenant c'est ça. Puis on va remercier aussi pour ça Ta Gueule Communication, Jenny Corriveau qui nous a aidé à mettre le site en branle, brancher tout ça. Ça avait l'air de rien. C'est Il y a du filage en esti sur un site. c'est un petit complexe. C'est quelque chose de le monter, d'écrire, de mettre du stock, là, mais de s'assurer que ce soit en ligne, que ce soit fonctionnel. Donc merci beaucoup à Jenny. Puis si jamais vous avez besoin de services justement de site web, de gestion de communauté, Jenny est disponible. Ta gueule, avec communication. .ca. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine. Merci aussi au Théâtre des Esquerres de tout son travail. Les spectacles, t'es les beau. spectacles. Faites Non, bien mais, ça au théâtre. mais Votre ça, service de bar, ça a été recommencé. Puis, tu sais, moi, je travaille en événementiel. Puis, je sais comment c'est compliqué de revenir à ça. Puis, en même temps, Mathieu, tu sais, on a une bonne collaboration aussi pour avoir des invités super intéressants. Fait que, T'as le deuxième podcast à avoir Martin Petit. Comme pas pire. quand même. Ça a bien du sens. Fait que, continuez de nous suivre sur les plateformes. Puis, bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Pour encore recommencer un podcast. Ce moment tellement difficile de comment on commence un podcast sans que ça ait l'air. Donc, bienvenue à Appropriation culturelle, le podcast. Sans que ça ait l'air. On a un invité, si on a l'air intimidé, c'est parce qu'on a un représentant de la loi et l'ordre. Ouais. C'est peut-être pas la loi, mais oui, la loi et l'ordre. La loi est l'ordre. Un représentant de la Sûreté du Québec est avec nous, le sergent Jean-Raphaël Drolet. Bonjour. C'est ça, sergent? Oui. Oui, sergent. Et puis, on va faire ça différemment. C'est moi qui vais poser la première question. Qui c'est qui a eu l'idée d'inviter une police dans un podcast culturel? C'est Benoît, je pense. Ben oui. Notre leitmotiv, c'est que c'est la culture au sens large. Ouais. Puis la culture au sens Ah. large, c'est toute la société, c'est tous les aspects de la société, puis c'est tout le monde qui la compose. Puis la culture policière, c'est tout aussi intéressant. Puis en plus, là, si on va plus loin,
la culture prend beaucoup de place, la police prend beaucoup de place dans la culture québécoise par les séries de télé et tout ça. Là, mais... Donc, c'est lui qui a eu l'idée. Ben, je sais pas, mais je Mais- pense que c'est un pitch d'idée. J'ai Comme nous, j'ai été très, très surpris et très, je vous dirais, flatté d'avoir une invitation pour participer à votre, Ah votre ouais? podcast. Donc, ça me fait plaisir d'être ici. Ben, tu fais beaucoup de présence média sur les réseaux Ouais. sociaux. C'est un peu ta job. Ouais. Le podcast, c'est ta première fois, j'imagine? Ouais. Oui, c'est mon premier. Ah ouais, OK. Ben oui, On est tu content. sais, on fait souvent, dans le cadre des fonctions, des entrevues à la radio, Ouais, ouais. à la télé, mais un podcast, c'est le premier. Donc, vous inaugurez la chose. Fait que s'il n'y en a plus après ça, ça va être de notre faute. Si je sors d'ici traumatisé à vie, j'en ferai plus jamais. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. La différence avec les journalistes traditionnels, c'est que nous, on n'est pas blasés. Ouais, je pense qu'on a plus de liberté maintenant aussi. Je pense que c'est Ouais, un c'est peu. ça. Mais c'est ouais, sûr. on peut s'amuser, on peut jaser de toutes sortes de sujets. Puis, ben, écoute, j'ai le goût de savoir. Parle-nous de toi un peu de ton parcours. Je sais que tu es un gars de communication à la base. Ouais, c'est. OK, je vais vous parler un peu de la bibite que je suis. Moi, je viens de l'Abitibi, je viens de Val-d'Or. OK? Donc, quand j'étais jeune, j'étais un tripeux solide de police. D'ailleurs, c'est le premier mot que j'ai appris à écrire. C'est vrai? J'ai OK. toujours voulu devenir policier quand j'étais jeune. J'admirais la police, j'écoutais des émissions et ainsi de suite. Rendu au secondaire, à Polyvalente Le Carrefour, j'ai commencé à toucher à la radio étudiante. Mm. Je ne sais pas si vous connaissez la Polyvalente Le Carrefour, mais il y avait aussi à l'époque un programme de français journalisme. OK, oui. Donc, on avait des Mhm. cours de journalisme. Et au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai comme développé une passion aussi pour les communications, qui devait être présente quand j'étais jeune, là, parce que je faisais des spectacles, puis je faisais plein d'affaires. Mais ça s'est vraiment solidifié au secondaire. Et rendu secondaire 5, j'ai pris la décision de m'en aller dans la voie des communications. Donc, étudier au cégep de Jonquière en ATM, en art technologie. Ah, on est un dans la même famille. Atémien. T'es presque une police, man. Ah, on boit du houblon jusqu'à Hey, temps aïe, qu'on aïe, aïe. soit ben rond. La meilleure façon de brosser, c'est sûrement la nôtre. On en prend une Ben- crise de grosse et on recommence. Tu vois, ça, c'est la partie qui a été effacée avec mon rendu dans la police. Mais blague à part, donc j'ai étudié au cégep de Jonquière, Ouais, ok. fait tout mon art et technologie. Puis en même temps, je travaillais dans les médias. C'est-à-dire que l'été, je travaillais ici à CJMV, à Val-d'Or, je remplaçais Ok. le journaliste. Qui était Claude Boucher à l'époque. Ensuite de ça, quand je suis retourné au Saguenay, ben là, j'ai commencé à travailler là-bas à la Radio Énergie, la radio aussi de Jonquière. Et à un bon moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée à TVA au Saguenay. Donc, j'ai passé du côté de télé, qui est complètement une autre dynamique que la radio. C'est sûr, hein. Et là, ben là, ça a déboulé. Donc, TVA Saguenay, Radio-Canada Québec, TVA Québec, Salut Bonjour Week-end pendant 3-4 ans. Puis après ça, écoutez, là, c'est drôle, là, vous allez rire, là, mais à un bon moment donné, moi, je couvrais les faits divers. Tu sais, on voit que le côté police, c'était pas Tout est très, dans très tout, hein? loin. Oui, tout est dans tout. À un bon moment donné, je suis assis dans le camion de TVA, je suis sur l'autoroute du Vallon, à Québec, puis il y a un carambolage. Ben, tu sais, pas quelque chose de bien grave, mais une dizaine de véhicules. Puis là, je regarde les policiers travailler, je regarde les ambulanciers, et là, ça commence à travailler dans ma tête. Et la nuit, je vous le jure, les gars, j'ai rêvé que j'étais policier, OK? Le lendemain matin, en une seule journée, j'ai décidé que je changeais de carrière. Ah ouais? Ah ouais. En une seule journée. Mais là, à Rapidement. l'époque, bon, j'étais à TVA, je n'étais pas à temps plein, mais Mhm. j'avais quand même beaucoup d'heures à TVA. Et j'étais ami avec un porte-parole d'un service de police dans la région de Québec. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit hey, ça me travaille, là. J'aimerais ça peut-être faire un changement de carrière. Puis il m'a regardé, il m'a dit t'as du travail à faire, mon ami, parce qu'il faut que tu te remettes en shape, parce que je t'aime en forme. Puis t'as beaucoup de travail à faire. Ben, je l'ai fait. On a pris l'entraînement, perdu quasiment 70 livres. Le houblon de Jonquière, c'est là Le, que tu le l'as- houblon, genre, ben, il était loin, là. Ouais, Il commençait à ouais. voir. C'est ça. Et Une fois que tu sortes à Salut Bonjour le week-end, là, t'oublies ça, tu peux plus vivre Ah cette non, vie-là. c'est ça. je te dirais, ouais, tu sais, le côté public de la chose d'être policier, moi, je l'ai vécu bien avant. Fait que je savais c'était quoi les répercussions. Donc là, on s'entraîne, perd des livres et tout ça. Et finalement, je réussis à rentrer en technique policière. Et tout en travaillant à TVA les fins de semaine. Donc, OK. j'étais probablement l'étudiant en TP qui avait une des plus belles jobs d'étudiante Quand parce même. que la semaine, j'étudiais. La fin de semaine, je couvrais les faits divers. Fait que je voyais souvent des choses Ah ouais? que Ben j'avais oui. appris dans un contexte de journaliste. Et lorsque je suis rentré à l'École nationale, ben là, à ce moment-là, c'était là qu'il fallait que je fasse la coupure avec le monde des médias. Mais à ce moment-là, j'étais rendu à TVA Montréal,
Je faisais du montage à LCN. Donc, tous ces acquis-là, si vous me voyez venir 10 ans, 15 ans plus tard, ça me sert dans ma fonction. Et là, j'ai passé à l'École nationale de police. J'ai commencé à travailler il y a exactement 13 ans. Ça fait quasiment jour pour jour du côté de Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, au service de police là-bas. J'ai fait 30 chiffres à peu près, 27. Et tout de suite après, je suis passé à la Sûreté du Québec. Saint-Lin-Laurentide, mon premier poste, pour une durée de 4 ans. Et en 2012, une opportunité comme ça qui passe, Val-d'Or, on me dit, veux-tu aller à Val-d'Or pour ton poste permanent? Bien là, c'était l'occasion pour moi de revenir chez nous. Ça faisait quasiment 15 ans que j'étais parti de l'Abitibi. Fait que depuis ce temps-là, je suis à Val-d'Or. Puis différentes fonctions de patrouilleur, relations communautaires, puis agent d'information. Donc, on nage autour de tout ça, puis je m'amuse beaucoup. Oui, parce qu'en surface, un corps de police, on voit évidemment les patrouilleurs qu'on voit se promener en véhicule sur la route, mais c'est comme une micro-société. Il y a un peu de tous les types de postes. Un poste comme Val-d'Or, là, on parle d'à peu près une centaine d'employés. Donc, oui, ce qu'on voit le plus, c'est les voitures noires et blanches avec les patrouilleurs, tout ça. Mais il y a tout un personnel derrière un service de police. Bon, il y a le personnel civil, qui est soit au secrétariat, en administration, tout ça. Il y a tous les officiers aussi, ceux qui gèrent, les capitaines, les lieutenants, et tout le département des enquêtes aussi. Tu sais, un poste comme Val-d'Or qui a un bon bassin de population, ben on parle de quasiment une dizaine de personnes pour les enquêtes du poste de Val-d'Or, plus la division des enquêtes sur les crimes majeurs qui a quasiment 7 ou 8 enquêteurs. Donc, c'est assez impressionnant de savoir Puis, si on prend un poste comme Val-d'Or, maintenant, il y a un deuxième poste qui a été créé au centre-ville, qui est le poste de police communautaire mixte autochtone. PPCMA. Donc, le PPCMA. Fait que ça fait que la ville de Val-d'Or, c'est quasiment une centaine de policiers, là. On est loin des 3 policiers qui patrouillaient à l'époque, là, à la 3e avenue, là. Oui, c'est ça. C'est plus comme Ça a au temps changé de la beaucoup. colonisation. Puis, Ça a changé beaucoup. Ouais. Mais c'est ça, je suis curieux de savoir, tu parles, il y a les civils, il y a les policiers, les officiers. Qu'est-ce qui fait qu'un poste, ça doit être un policier formé? Qu'est-ce qui fait qu'un poste, ça doit... Bien, on s'entend que, la fonction policière, ça demande une formation, OK? Donc, tout ce qui a un lien avec la fonction policière, c'est des policiers. Ça peut aller, je vous donne un exemple, les relations communautaires. Tu sais, les gens pourraient se dire, ben n'importe qui a des habiletés sociales ou en communication pourrait le faire, mais il y a toute la portion explication de notre travail, prévention de la criminalité, qu'il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu sur le terrain pour ensuite donner des conseils aux gens de ne pas le faire. Oui, ça pourrait s'apprendre, mais il y a une question de crédibilité aussi. Quand un policier dit, par exemple, faut pas consommer des boissons alcoolisées parce que tu peux avoir une collision avec ta voiture, bien, si le policier est intervenu une quinzaine, vingtaine, trentaine de fois sur des collisions impliquant la capacité affaiblie, ça vient apporter une touche supplémentaire au message de prévention. Donc, c'est ce qui détermine, dans le fond, si c'est une fonction policière ou non. Puis, il ne faut jamais oublier c'est quoi la mission de la police. Hein? La mission de la police, c'est d'arrêter les auteurs ou de prévenir les infractions, de protéger la vie, protéger les biens. Donc, toutes les fonctions policières tournent autour de cette mission-là. Donc, la prévention, la répression ou les arrestations, et aussi tout ce qui est protection des biens, protection de la personne. Ça, est-ce que tu as l'impression que les gens le savent, toute cette mission-là profonde, ou ils ont l'impression que c'est... On a souvent l'impression, on a souvent l'image de la police répressive. Ben, c'est ça, puis c'est le mot qui m'avait retenu, c'est répression. Je dis, moi, je pense que c'est ça que quand les gens pensent à la police. Vous savez, la police, c'est pour qu'une police soit efficace, il faut que ce soit un mélange des deux. Un balancier de la prévention et de la répression. Parce qu'il faut s'entendre aussi. Si quelqu'un commet un crime, la société s'attend à ce que les policiers procède à l'arrestation de cette personne-là. Donc, il va toujours y avoir un volet de répression. Mais si on le mélange, on fait un beau mélange avec de la prévention, c'est toujours mieux de prévenir quelque chose. Ça ne se produira pas, donc on n'aura pas besoin d'aller au répressif. Donc, c'est ça la clé pour que ça soit efficace, pour qu'on ait un bon sentiment de sécurité, c'est de naviguer entre les deux. Puis, quand on parle de prévention, souvent, on a l'impression que c'est juste un policier dans un poste qui fait ça. C'est-à-dire le policier attitré aux relations communautaires. Mais n'importe quel policier peut naviguer entre... Tu sais, un policier qui se promène le samedi matin, les vitres de son auto baissées dans un quartier résidentiel, puis qui prend le temps de parler à la personne qui passe sa tondeuse,
Bien, premièrement, les gens sont contents de voir une voiture de police, se sentent plus en sécurité. Et deuxièmement, bien, le policier risque de ramasser beaucoup d'informations aussi. Par exemple, si on recherche quelqu'un qui a volé à l'intérieur des voitures, bien, peut-être que la personne qui passe la tondeuse va se dire « Ah oui, mais moi, j'ai vu quelqu'un qui avait tel habillement et tout ça. » Puis là, bien, si tu rencontres 3-4 personnes dans le quartier, bien, tu risques peut-être d'identifier l'auteur. Mhm. Donc, c'est très important, ça, le volet préventif, parce que, ça rassure les gens. 2, ça peut t'amener aussi un lien de confiance avec les gens qui vont t'aider à faire ton travail de policier. Ouais, parce que je pense qu'avec les réseaux sociaux, puis dans les dernières années, on a vu beaucoup de vidéos de policiers agressifs, des Ouais. choses comme ça. Puis, tu le sens-tu, ça, qu'il y a un changement de Bon. façon de voir la police au général? Moi, je suis capable de mettre une année où ça a changé beaucoup. Mhm. C'est en 2007, quand les téléphones intelligents ont commencé à prendre l'ampleur avec l'arrivée des iPhones. Mhm. On est capable de mettre une date. Là. Ça a changé beaucoup et les policiers apprennent à vivre avec cette réalité-là. C'est pas une réalité qui est évidente, on s'entend. Si moi, je vous disais, pendant votre quart de travail, je vais me pointer un téléphone cellulaire puis je vais filmer tous les gestes que vous faites, comment vous vous sentirez? C'est Ben, c'est nous, weird, là. s'attaquer. C'est ça. Sauf que nous, on a fait le choix d'être public. Là, c'est une fonction publique. Puis on s'entend qu'avec nos voitures qu'on a, les uniformes qu'on a, les gens nous voient. Donc, il faut vivre avec cette réalité-là. Est-ce que ça change la donne? Moi, je lance toujours le message de prudence avec ce qu'on voit dans les médias sociaux. Mhm. Oui, effectivement, un téléphone cellulaire peut documenter un événement. On le voit souvent, là, des gens qui documentent un événement. Cependant, lorsqu'on voit ça, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on a toutes les données en main? Est-ce que ce que je vois, je suis capable de tracer un portrait fidèle de ce qui s'est passé? Rarement. Ça veut dire, est-ce qu'on sait si le policier connaissait la personne? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'on sait ce qui s'est dit, ce qui s'est fait? Est-ce que la personne faisait l'objet d'un mandat d'arrestation? Est-ce que la personne brisait des conditions? Évidemment, dans la vidéo, la personne ne mettra pas en évidence qui a fait ça. J'ai des conditions, je les brise, là. Mais il n'est pas supposé de m'arrêter. Donc, nous, on apprend à vivre avec ça, avec les téléphones. Ouais. Quand quelqu'un filme, par exemple, à bonne distance, dans un endroit public, bien, généralement, ça va bien se passer. Ce qui devient plus problématique, c'est quand la personne fait partie de l'intervention et utilise le téléphone cellulaire dans l'intervention, c'est-à-dire se rapproche des policiers, confronte les policiers, veut les distraire, me demande les noms, les matricules, tout ça. Ça fait en sorte que ça ajoute une dose de stress supplémentaire dans l'intervention qu'on aurait pu se passer. Donc, oui, ça peut être un bel outil pour documenter un événement. Donc, c'est pour ça que c'est pas illégal de le C'est faire. ce que les médias font aussi, mais de manière professionnelle. Ben, c'est ça. Dans le fond, tout est une question d'explication de contexte et de faire attention, de toujours faire preuve de sens critique en voyant ces vidéos-là parce qu'on se dit, est-ce qu'on a toutes les données en main? Je vous donne un autre exemple qu'on a parlé dans une de nos capsules. Puis là, ça n'a pas rapport avec le téléphone cellulaire, mais ça a rapport avec la perception. Avez-vous déjà vu une voiture de police roulant en urgence? Là? Sirène, gyrophare, ça va vite et ainsi de suite. Tout d'un coup, tout s'arrête. Là, vous voyez l'auto de police qui ralentit. Oui, j'ai vu ça souvent. Ouais. Et là, l'auto tourne dans une cour de restaurant. Exemple. Ouais, j'ai déjà vu ça. Ouais. Peut-être. Et là, qu'est-ce que vous êtes dit dans votre tête? Il y avait faim. La pause. Il y avait c'est faim, l'heure de la faim. pause. C'est ça. Là, tous les commentaires peuvent sortir. Mais moi, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Un appel qui rentre d'une personne qui est intoxiquée et qui crie. Mais ça crie. Là. Comme ça peut arriver souvent, des appels de personnes intoxiquées, ça crie. On entend des choses brasser, tout ça. La répartition ou le centre de gestion des appels, quand ils vont donner ça à ces ondes, ils vont dire là, ça brasse à telle adresse, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas capable d'avoir d'informations, Pensez-vous qu'il y a une voiture de police qui va s'en aller là-dessus? Probablement qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6 en urgence, parce que là, on pense. Mais la première ou les 2 premières voitures qui arrivent vont dire ah, ben non, regarde, les autres, on n'a pas besoin de vous autres, là, on les connaît, ça criait fort, mais là, c'est calme et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec les voitures qui ont leur gyrophare allumé? On les éteint. Si leur présence n'est plus nécessaire, ils ont peut-être faim parce qu'il est rendu 5 heures le soir. Il faut juste qu'ils servent de bord, whatever. Ou qu'il faut que ça en aille. Bon, ben c'est ce qui s'est passé, mais nous, dans notre voiture, puis on est tous humains, hein, on passe tous des jugements, mais nous, tout ce qu'on a vu, c'est une voiture qui roulait en urgence, gyrophare, puis là, tout d'un coup, tout arrête, puis ouais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben c'est ça. Il y a tellement tellement de l'importance d'avoir, puis là, on parle de la police, mais c'est le même dans les médias sociaux pour plein de corps de métier, des gens qui passent des commentaires sur des choses qu'ils voient.
faut avoir toutes les données en main. Il faut Ah non, c'est juste sûr. faire attention. Mais la majorité des gens comprennent ça. Mhm. Dans le fond, c'est quand même une minorité. De toute tu façon, sens je pense pas- que n'importe quel média social, il faut faire attention. Tu Allez. sais, toutes les médias, tu es capable de voir tout là, sur Internet. Tu es capable d'interpréter ces messages-là de Mhm. n'importe quelle façon. Là, fait que je pense Puis qu'il il faut faire bien attention. comprendre que la police aussi, on a un devoir de discrétion, un devoir de réserve. Donc, on ne peut pas non plus tout expliquer. Par exemple, quelqu'un qui nous filme, qui nous demande des questions sur ce qui se passe, on ne pourra pas le dire. On ne peut pas le dire. Donc, là, la personne, elle, va l'interpréter. Suspicion, ouais. Ouais, mais c'est C'est ça. ça. Puis, mais tu sens pas qu'il y a comme un genre de lien qui se sépare entre le citoyen Ben, typique et la police je en ce moment, pense que mettons. justement, l'occasion est belle pour expliquer des choses. Mhm. Puis c'est un peu, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, mais c'est un peu le but aussi de notre chaîne télé, Ouais. web télé qu'on veut mettre en place pour expliquer davantage ce que les gens voient, puis d'expliquer pourquoi on le fait. Parce que souvent, il y a une raison. Puis les gens, ben, de bonne foi, vont se poser des questions. C'est normal. Mhm. Mais quand on leur donne un peu plus d'explications, comme je viens de faire, là, le fameux appel Ouais, que ouais. les gyrophares, ben, ça peut porter un regard nouveau. Là. On a fait une capsule à SQTV la semaine dernière sur le poivre de Cayenne, ce qu'on appelle l'aérosol capsique. Les gens voient beaucoup des vidéos dans les médias sociaux de suspects agressifs qui sont vaporisés avant même qu'ils en viennent au coup. Donc là, les gens se disent, c'est-tu de la brutalité? C'est-tu trop fort? Et là, on vient expliquer que nous, dans notre formation, le poivre de Cayenne est utilisé avant qu'il y ait une agression pour éviter que les policiers aient à avoir une altercation physique, parce que c'est là que les blessures peuvent survenir dans une altercation physique. Donc, on va privilégier, vaporiser un suspect qui est agressif avant même qu'il en vienne au coup, parce que comme ça, on est sûr d'éviter d'avoir à se confronter à terre en roulant par terre sur le trottoir. Et là, quand tu amènes ça, ben, les gens disent « Ah, OK, oui, ça peut avoir du sens. » Bien, effectivement. Ouais, mais il y a quand même un certain barème, par exemple, parce que Ouais. l'agressivité d'une personne peut être perçue différemment d'une personne à une autre. C'est là, là tu que sais. c'est important de reconnaître des signes précurseurs d'assaut. Pour des questions de sécurité, on les dévoile pas publiquement, c'est quoi ces signes-là. mais dans les rapports qu'on va rédiger ou à la cour, on va les expliquer. Mais lorsque les policiers constatent ou repèrent certains signes qui laissent croire qu'on est Qu'il y a un danger sur le imminent, point, ouais. un danger imminent d'assaut, à ce moment-là, ils sont justifiés. Mhm. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le continuum dans l'emploi de la force, là, le modèle d'emploi de la force. Donc, c'est L'escalade, prévu ouais, l'escalade c'est ça. et la désescalade aussi. Désescalade, C'est ouais. toujours en rotation, comme on dit. Si la J'espère qu'il y situation a pas juste évolue... l'escalade, ça va aller mal Ben au non, poste. si la situation évolue, on peut aller avec différents moyens. Si ça diminue, ben à ce moment-là, il faut réduire aussi. Tu sais, c'est toujours en mouvement. Ah ouais, c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est des armes qui sont quand même dangereuses. Tu sais, vous faites-vous sprayer le- Ah, ça, on répond à la question. En plus, est-ce que c'est obligatoire? Pensez-vous que c'est obligatoire? Je pense que oui, moi. Je sais pas si ça fait partie de la formation. De Faut que tu faire- saches comment ça de fait vivre mal. ça, là. ouais. subir ça, de savoir Faut que comment tu la saches. personne... Dans Oh, le même mot, je pense pas qu'il demande aux policiers de se faire tirer dessus. Là. Faut Ah, que tu le saches, mais Mathieu. c'est le même, hein? Tu sais, quand t'avais... tu sais, dans le Moyen-Âge, tu voulais développer une immunité avec un poison, t'en prenais des petites microdoses. OK. Je pense que c'est la même affaire Là, qu'une je balle pense de que- fusil. Je pense qu'on est un peu loin. On va revenir à notre aérosol capsique qui n'est pas du poison en petite dose. Non. La réponse, c'est que c'est pas obligatoire. OK. C'est-à-dire qu'à l'École nationale de police, ils nous recommandent fortement de l'utiliser, mais c'est pas obligatoire. Quelqu'un un futur policier qui ne veut pas l'utiliser, l'essayer, il a le droit de refuser. OK. Cependant, on nous le recommande fortement, vous l'avez dit, pour deux raisons. Premièrement, pour que le policier sache ce qui se passe, donc qu'il va savoir ce qui fait vivre à la personne qui est vaporisée. Et l'autre élément qui est bien important, c'est que quand il y a une intervention avec une personne agressive, ça se peut que le policier qui vaporise reçoive du poivre de Cayenne Ouais. aussi dans l'intervention. Ouais, c'est ça. Il prendra pas de Mais- checker laquelle direction va le vent. Là. C'est ça. Et il doit prendre ensuite action. Là. Lui, après ça, son travail n'est pas terminé un coup que c'est vaporisé. Donc, ça nous apprend à réagir. Parce que le poivre de Cayenne, c'est une arme qui fait mal. Ça peut être très douloureux. Cependant, après quelques minutes, des contaminations, avec de l'eau, avec du produit, ben ça disparaît, les effets disparaissent. Donc, on a l'impression, quand on se fait vaporiser, que
que ça ne partira jamais, mais il y a beaucoup d'un travail qui peut se faire mental du côté des policiers pour justement continuer à travailler parce qu'ils doivent continuer à travailler. Là, J'avais vécu quelque chose de semblable quand j'avais mangé des ailes de poulet kamikaze à Cage au Sport. Ouais, Je ne sais c'était pas si ça top. peut se ressembler. Ben, imagine, ouais, ça peut être semblable. Comme, c'est Dans les difficilement, yeux, là. c'est difficilement descriptible. Là, Ouais. comment ça. Le Toi, tu feeling qu'on peut avoir. tu l'avais-tu feelé? Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ça étouffe. On parlait d'agressivité puis d'image des policiers de la part des citoyens. J'ai le goût de... Je sais pas où on va parler là-dessus, mais le fameux cas matricule 728, quel impact ça a laissé, quelle trace ça a laissé sur les corps policiers? Ben, en fait, tu sais, je ne parlerai pas du dossier en question, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers, on est conscient qu'avec notre fonction, il y a une très grande responsabilité. Que ce soit une responsabilité dans notre comportement, que dans l'utilisation de nos équipements. Et aussi, il faut comprendre qu'au Québec aussi, la société a mis en place différentes structures, différents mécanismes pour évaluer, analyser le travail des policiers. La déontologie. Ben, c'est un exemple, mais si on prend par exemple une organisation comme la Sûreté du Québec, puis c'est le cas dans la majorité des organisations, ben on a en plus, on a une discipline interne, on a la déontologie, il y a le code civil qui peut s'appliquer, le code criminel qui peut s'appliquer. Donc, les policiers sont quand même conscients de la responsabilité que ça vient avec et aussi, ben, ça peut rassurer les gens de savoir aussi qu'il y a beaucoup de structures qui sont en place justement pour éviter qu'il y ait des comportements qui dérogent. Est-ce que des policiers peuvent commettre des erreurs de bonne foi? Oui, mais il y a toujours un mécanisme qui est en place. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de rassurant pour les gens de savoir, bon, on s'est doté de structures pour encadrer le travail des policiers. Puis on le sait, dans le fond, c'est public. Quand un policier reçoit un blâme ou quelque chose, c'est dit s'il perd son emploi, s'il y a une suspension, des trucs comme ça. Puis le but, c'est toujours d'essayer d'éviter d'avoir donc les policiers, mais dans le feu de l'action, des fois, il peut se passer des événements. Puis si un policier commet un acte dérogatoire, ben il doit faire face à la musique, là, comme n'importe quel autre corps de métier. Vous l'avez vécu à Val-d'Or il y a quelques années. Ça a brassé beaucoup avec la crise autochtone, évidemment. Ça en est résulté avec le PPCMA, le poste de police mixte avec les communautés autochtones. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi ça exactement? Bon, le poste de police communautaire mixte, c'est une ressource qui a été mise en place en début 2017 et qui maintenant opère au centre-ville de Val-d'Or. C'est un concept de patrouille mixte et d'intervention mixte. Quand on parle de mixte, c'est travailleurs sociaux du centre de santé, centre intégré de santé et services sociaux et policiers. Il faut comprendre que le poste de police communautaire, c'est un support de deuxième ligne. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une intervention qui se fait, un appel qui se loge au 911, ce ne sont pas les policiers nous on l'appelle le PPCMA, là, du PPCMA qui vont intervenir en premier. C'est une unité de soutien à la patrouille. Donc, les patrouilleurs de Val-d'Or vont intervenir et quand, par exemple, c'est une personne vulnérable avec qui on a régulièrement à intervenir, puis qui est connue des services du PPCMA, ce qui va souvent se produire, c'est les patrouilleurs de Val-d'Or qui vont demander la présence du PPCMA pour assurer un suivi avec la personne. Parce qu'il faut comprendre qu'un patrouilleur a souvent beaucoup d'appels qui rentrent dans une journée et le temps vient à manquer à un bon moment donné pour intervenir avec une personne adéquatement longtemps, alors que le poste de police communautaire, avec la présence de l'intervenant social, va pouvoir faire une intervention complète et ça prendra le temps que ça prendra avec la personne. Éviter de botcher dans le cas des santé mentale, ces choses-là, que Ben, ça peut être plus long. Je dirais pas botcher parce que c'est peut-être J'aime pas pas le terme, là, mais Non, tu sais, c'est c'est d'essayer de régler ça rapide puis de passer à autre chose. Ben, c'est que faut penser que les patrouilleurs ont un travail à faire et ils vont agir dans le cadre du travail qu'ils ont à faire. Si la personne, par la suite, a besoin d'intervenants sociaux ou d'un suivi psychosocial, ben c'est pas les policiers qui peuvent le faire parce que nous, notre travail, c'est en matière de sécurité publique. Là, en travaillant de concert avec le CIS, qui se déplace avec les policiers sur des interventions, mais il y a tout ce volet-là qui peut être englobé par
Par le PPCM. par le PPCMA. Puis c'est parce que ce que j'ai vécu, puis ce que j'ai vu, tu sais, c'est des policiers qui sont coincés avec un contrevenant ou quelqu'un qui est en crise. L'hôpital n'accepte pas de le reprendre parce que la personne ne rentre pas dans les corps de l'hôpital. Les maisons d'hébergement ne réussissent pas à les prendre non plus. Puis les policiers sont un peu coincés avec. Ils font je peux pas le garder avec moi toute la nuit. Tu De sais. là, la beauté de travailler conjointement, main dans la main, avec le volet services sociaux pour Exact. trouver la réponse qui va être adéquate pour cette personne-là. Mhm. Parce Absolument. que, comme je le mentionnais, les policiers ont leur travail à faire, mais il y a une partie qu'on ne peut pas intervenir qui peut être palliée par le poste de police communautaire. Ça, C'est génial. ça a été mis en place dans un contexte où le poste de police de Val-d'Or avait vécu un bris de confiance avec la population, avec la communauté. Comment ça s'est vécu, ça, sur le terrain? Est-ce que ça a pris combien de temps avant qu'on puisse résoudre cette crise-là? Vous parlez avec le PPCMA? Oui, ben en fait, plus avec les citoyens, puis L'historique qui a mené à la création du policiers, PPCM. Ben, il y a eu tout un travail qui a été fait. Hein. Puis le poste de police communautaire, tu sais, on dit souvent que lorsqu'il y a des événements qui sont un peu plus négatifs, jaillit des belles initiatives. Ben, le PPCMA, c'en est une. Je vous dirais que avec l'arrivée du PPCMA, avec l'approche aussi que les policiers ont, du côté de Val-d'Or, ça s'est quand même bien résorbé. Ben, visiblement, parce que là, ça fait des petits un peu partout au Québec, là, tout ça. Oui, ben en fait, il y a différents projets qui sont peut-être pas de la même manière que le poste de police communautaire, mais qui sont dans la philosophie, ce qu'on appelle une philosophie hémipique, intervention conjointe entre intervenants communautaires et policiers. Ben là, on voit ça apparaître dans différents postes, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Côte-Nord. Oui, parce que c'est ça. Puis depuis ce temps-là, sentez-vous une meilleure écoute des communautés autochtones? On a une très belle... Puis le poste de police communautaire, oui, a le nom autochtone, mais c'est pas juste pour les Autochtones, c'est vraiment pour la population vulnérable au centre-ville. Et on a de très belles réalisations qui ont été faites. Vous irez voir sur la page YouTube de la Sûreté du Québec, on a l'histoire de Jean-Pierre, qui est une personne qui dormait sur les bancs de parc à Val-d'Or, qui ne s'alimentait que de bière. Quand je vous dis alimentait, là, c'est juste C'était ça son qu'il steak. C'était consommait. son steak. Et il était sur le point de mourir. OK. Et l'équipe du PPCMA l'a pris sous son aile, Antoine Saint-Germain puis le sergent Bertrand. Ils l'ont emmené au centre de réadaptation, ce qu'on appelait communément le centre Normand avant, à Amos. Mhm. L'équipe, quand il est sorti de là, l'équipe du PPCMA l'a aidé à magasiner ses meubles. Il lui a refait son lit. Ce sont même, il y a un commerçant au centre-ville de Val-d'Or qui a fourni un lit à prix réduit. Ils sont allés acheter, puis il faut comprendre, Jean-Pierre, lui manque une jambe. Mais il est arrivé un accident à un moment donné lors d'une opération, puis on a dû couper sa jambe. Et finalement, c'est le PPCMA qui l'a remis sur la voie de l'autonomie, et maintenant, il habite à Amos. OK. Fonctionnel, a eu son permis de conduire. Donc, des histoires comme ça, c'est à force de travailler main dans la main. Police va faire sa partie, les services sociaux vont faire sa partie, puis on réussit à donner des belles choses. Et ce n'est qu'un exemple, il y en a plein d'autres. C'est là pour rester, ça veut dire, ce service-là. C'est pas juste Pour l'instant, oui. c'est pas pour une période de crise. là. Non, c'est un poste qui est permanent à la Sûreté du Québec. Nice. J'ai le goût de t'entendre aussi. Hein, bon, là, tu fais SQTV, donc pour mettre un peu la lumière sur pour ce que Montrer c'est. l'envers du décor. C'est quoi ça? Bon, SQTV, ça a été créé en 2020. Au mois de mai 2020, on a eu une rencontre avec l'équipe des communications. Il faut comprendre que le contexte, à ce moment-là, était particulier. On venait de sortir du premier confinement et on était dans tout un état d'esprit à ce moment-là. Hein. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Ensuite de ça, vient l'événement aussi du côté américain avec George Floyd. Donc là, il y a eu tout un mouvement. Puis on réfléchissait depuis quelque temps à qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les médias sociaux. Utiliser les médias sociaux qui diffusent beaucoup d'informations, des fois, comme on l'expliquait, hors contexte. Comment on peut les utiliser pour faire de l'éducation tout en rendant ça intéressant, Le fun à voir. captivant. Donc, on avait déjà participé à des séries comme SQ, il y a quelques années, qui étaient diffusées à nouveau. Il y a même d'autres services de police actuellement qui en font, mais on essaie de voir Québec, de quelle manière on peut inclure le personnel policier pour faire de la sensibilisation et de l'éducation. Et c'est là qu'on s'est dit, ben pourquoi pas
profiter d'événements réels pour expliquer ce que les policiers font. Donc, c'est la prémisse de base. Donc, on veut expliquer, en voyant des choses, qu'est-ce que les policiers font et pourquoi ils font. Donc, moi, j'ai une caméra GoPro sur moi. Là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais dans l'auto. Quand il y a un événement qui se produit, puis qu'on pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu l'envers du décor, ben moi, je vais prendre des images. Là, on fait très attention. Le but, c'est pas d'identifier les gens dans l'intervention. L'intervention devient un peu accessoire. Nous, ce qu'on veut, c'est expliquer ce que les policiers font. Donc, tous les gens sont masqués, on masque leur voix et ainsi de suite. Et là, on capte des images et après ça, bon, là, vous avez vu ça, on va vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc, on a commencé notre première année en projet pilote du côté d'Instagram. On trouvait qu'à ce moment-là, là, ça a changé, mais à l'époque, IGTV proposait une formule qui nous intéressait pour lancer ce projet-là. Et finalement, après 1 an, on s'est rendu compte, avec les bons commentaires qu'on a eus, oui, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'organisation, de migrer vers YouTube, qui est une plateforme plus stable, appropriée pour faire ce genre de contenu-là. À long terme, surtout. Oui, c'est ça. Puis on veut que ces vidéos-là servent aussi à long terme à des fins d'éducation, que ce soit à l'école, que ce soit dans les cégeps en technique policière, que ce soit pour la population générale. Donc, oui, le métier de policier est très balisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas la liberté de s'exprimer surtout parce que, je vous disais, on a un devoir de réserve, un devoir de confidentialité, mais on réussit quand même à toucher des sujets que je pense intéressent les gens. Puis on réussit à expliquer certaines choses qui sont aussi qui peuvent paraître banales pour des policiers, comme par exemple, pourquoi qu'on a des pare-chocs poussoirs sur nos véhicules. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les nouvelles voitures de la Sûreté du Québec qui ont des... Bon, les ça gens... a l'air badass. C'est juste pour ça, je me dis. C'est tasser les convois de la liberté, man. C'est-tu juste pour ça? Non, ça. ça a une utilité. Okay. Mais est-ce que c'est la même utilité qu'on voit, par exemple, aux États-Unis de pousser une voiture pendant une poursuite pour la faire... Les PIT, là? Les manœuvres, les techniques d'immobilisation provoquées. Et non, au Québec, ça sert à dégager des voies qui sont obstruées par un véhicule et qui a un risque de collision. Donc, on peut pousser un véhicule qui est en panne, par exemple, sur un pont, dans une bretelle d'autoroute. Ça coûte moins cher de bumper. Puis aussi, ça a la deuxième fonction de protéger parce qu'on en fait des kilométrages. Là. C'est quoi la durée de vie d'un char de police environ? On a un kilométrage prévu. Je n'entrerai pas dans les détails précis, mais... Pour que la machine soit performante? C'est parce qu'une voiture de police est soumise à des conditions assez difficiles, là, on s'entend. Là. Donc, après un certain temps, malheureusement, je ne peux pas vous dévoiler exactement les détails pour des questions organisationnelles, mais on a un certain délai. Là. Après quelques années, si la voiture atteint tel kilométrage ou telle année, on renouvelle la voiture. J'imagine que c'est plus le kilométrage qu'elle atteint, la voiture, par exemple, dans ma tête. Ça dépend des postes. Si on prend des postes par exemple, les sûretés municipales ou tout ça, le kilométrage est plus réduit parce que c'est un secteur de ville, alors que si je prends le poste de Val-d'Or, qui peut couvrir à la limite du parc de la Vérandrie, ça peut faire du millage. Jusqu'à quasiment ici à Cadillac. C'est des Mercés complètes là, que vous surveillez. Là, oui, c'est ça. C'est beaucoup de kilométrage. Donc, c'est pour ça maintenant qu'on a aussi des voitures hybrides qui s'en viennent aussi à la Sûreté du Québec, des camions de police hybrides. Donc ça s'en vient. On n'en a pas encore, mais ça s'en vient. J'ai vu les véhicules, c'est pas des Mustangs. Ça a été annoncé, des véhicules électriques, mais on n'est pas encore... OK, là, tu parles d'hybrides. Ça s'en vient, mais c'est pas encore. Pour l'instant, non. Pas 150 km d'autonomie avec un char électrique. C'est l'autonomie qui compte. Mais on commence à aller vers les technologies électriques. On s'en va par là. Tout le monde n'a pas le choix. D'ici 2035, il faut que... En même temps, char puissant, un moteur électrique, ça a une grosse différence aussi. Là. En fait, c'est surtout au niveau aussi empreinte énergétique, les coûts aussi. C'est vrai que si tu enlèves le gaz du budget des polices, ça fait... C'est des chars, je pense, à vire 24/24. Oui, en fait, dans certains postes, oui, les véhicules peuvent faire une rotation
Certains véhicules là, peuvent Ouais, rouler c'est ça. beaucoup. Toi, c'est quoi? T'es-tu plus pick-up, VUS, voiture? Qu'est-ce que t'aimes le mieux? Moi, là, je suis un nostalgique du Crown Victoria. Ah Ben ouais? oui, Ah dans les ouais. 90, fin 80, début 90. Ben, jusqu'en 2012, je pense, la dernière Ah ouais? année. Ah oui, ça, Ok. c'était mon char de police. T'es comme rond un peu. Là. Oui, certains le qualifiaient de bateau, Ouais, Oh oui, c'est un beau mais bateau. c'était fait pour... Mais ça, c'est une opinion personnelle. Mais les Crown Victoria, tu rentrais là-dedans et tu avais l'impression que c'était fait pour faire de la police. OK. Tu sais, il n'y avait pas d'enrobage électronique. C'était des boutons. C'était très, très basic, mais en frais d'espace, en frais de performance. Certains diront qu'à l'époque, c'était des véhicules à propulsion, donc traction arrière. Mhm. Certains aimaient moins ça. Maintenant, c'est du traction intégrale pour toutes les voitures de police. Mais disons que s'il avait fait un Crown Victoria traction intégrale, oh là là, que j'aurais Je me suis aimé ça. laissé dire aussi que quand ils ont amené les Dodge Chargers, ça n'a pas passé. C'est pas tout le monde qui a apprécié. C'est une question ça. de goût. C'est une question. Les patrouilleurs, c'est ce qui est intéressant du côté de la Sûreté du Québec. On a différents véhicules. Sur Mhm. notre flotte à Val d'Or, par exemple, on peut avoir des F-150, on peut avoir des Chargers, des Taurus, des. En Abitibi, ça prend un pick-up, de toute façon. hein? Ça prend au moins une traction intégrale, mais ça, maintenant, on l'a tous, là, mais c'est une question de goût. C'est une question de goût. Il y en a qui vont préférer tel type de véhicule parce qu'ils sont plus grands, Mhm. parce que les policiers sont plus grands. Mhm. Moi, j'ai pas ce problème. Ouais, c'est ça. Puis là, depuis peu aussi, je pense 1 ou 2 ans, il y a la moto aussi qu'on Oui, voit en un petit fait, peu c'est sur nos routes. c'est une nouveauté. En fait, ça fait quelques années, là, du côté de l'Abitibi, un Mhm. policier qui relève de Rouyn-Noranda, qui a une mission de sécurité routière. Donc, la moto, en fait, même, ils sont rendus 2 policiers là, OK. qui alternent sur la moto. Et leur mandat, c'est d'être présents sur les grands axes routiers provinciaux, principalement la route 117. La 117. Mais on peut l'avoir, par exemple, sur la 111, la 113. Donc, son mandat, c'est vraiment un mandat de sécurité routière. La moto, l'avantage, c'est la mobilité. Mhm. On peut se revirer assez rapidement. Mhm. Donc, c'est très approprié là, pour faire de la sécurité routière. Pas beaucoup de patrouilles à 2 en moto. Ça a Non. l'air bizarre. Il y a juste une place. Ouais, c'est ça. Si le policier procède à l'arrestation d'une personne, ben il peut pas l'asseoir en arrière. Ouais, puis tu sais, t'imagines, tu mets un petit boxcar sur le côté, là, c'est pas crédible pour la police. Mais C'est comme un ça hôtel, existait des motos de police Ah oui? avec des Ah boxcars. oui? Ah oui, j'ai déjà vu ça. C'est donc bien bon. Mais c'était pas des motos BMW comme nous, là. C'était Ah ouais. des Harley Davidson. En périmètre urbain, peut-être. Là. Puis même des fois, je pense que c'est plus une affaire de PR, mais il y a la police équine qu'on a vu passer un petit peu dans nos. Oui, pendant ben, l'été. en fait, le mandat de l'équipe équestre au départ est un mandat uniquement communautaire et de rapprochement. Mhm. Mais par la suite, le mandat de l'équipe équestre s'est développé pour atteindre un point de vue opérationnel. Donc, si vous voyez, par exemple, parce que l'équipe équestre, il y a différentes équipes qui peuvent se déplacer. Ils ne sont pas basés à un endroit spécifiquement. Ils couvrent tout le Québec. Ils sont venus ici en Abitibi une couple de fois. Leur mandat, c'est vraiment, vraiment de faire toute fonction policière. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des opérations de téléphone cellulaire, des opérations ceinture. Et on pratique, s'entend. Tu vois bien, ouais. Oui. Ils peuvent faire réponse aux appels, intervention dans un parc. Ils ont des gyrophares, les chevaux? Non, C'est puis le policier qui fait oui, oh, oui, oh, oui, oh. mais pour avoir vu une intervention dans le centre-ville de Val-d'Or sur la 3e avenue au Code de la sécurité routière, c'est la personne... Elle reste bête en voyant, envoyant une interception. Il y a un cheval qui court après un char, c'est ça? Puis, elle court. Non, parce qu'ils ne se mettent pas en danger non plus, mais ils ont une façon de procéder. Puis les gens, là, il y a comme un rapprochement naturel qui se fait aussi avec le cheval. Donc, généralement, l'approche se fait beaucoup mieux avec un animal comme ça que, par exemple, avec une autopatrouille. Là. Donc, ça a un double volet. Oui, ils peuvent faire de l'opérationnel, mais il suffit juste qu'ils débarquent dans un parc puis vous voyez toute la foule. Ça crée un mouvement. Oui. Faut pas. Ça a moins marché à Ottawa, par exemple. Faut pas oublier qu'au volant, on prend pas de photos pour prendre les chevals. Là. Ouais, c'est ça. Non, ouais.
Petit réflexe. Oh, bon, une photo, mais t'as un indicateur avec. T'as-tu le droit de parler au cellulaire sur le dos d'un cheval en police? C'est quoi le règlement? non, c'est Hein? pas C'est véhicule texté amateur, C'est pas soumis au code de la sécurité routière, mais c'est peut-être pas conseillé. Non, faut que tu regardes, tu t'enlèves pareil. C'est combien de chevaux vapeur un cheval? Un Pas de cheval? vapeur, ben. Ouais, pas de vapeur. Ben sec. Ben, ça dépend. À moins 40, il peut peut-être faire un petit Ah, peu de vapeur. peut-être. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont faire de la belle boucane. C'est vrai, c'est vrai. On parle de véhicules, mais il y a Oui. aussi l'hiver, vous êtes présent dans les sentiers de motoneige. En Oui. Abitibi, j'imagine que c'est quelque chose qui est important. L'été sur les lacs aussi. C'est un beau chiffre, On ça, a, quand même. Hein? ben, en fait, les patrouilleurs qui font de la présence dans les sentiers, c'est des patrouilleurs qui font de la patrouille régulière, mais qui ont reçu une formation pour utiliser ces équipements-là. Parce qu'il faut comprendre qu'à la Sûreté du Québec, chaque équipement qu'on utilise, il faut avoir reçu une formation pour l'utiliser. Donc, les patrouilleurs qui vont aller en bateau, qui vont aller en moto, qui vont aller en 4 roues ou en motoneige, ont reçu une formation pour les utiliser. Donc, l'hiver, la manière que ça fonctionne, c'est que les policiers, ceux qui gèrent les postes de police, vont planifier des sorties. Bon, par exemple, telle fin de semaine, on va affecter 2 patrouilleurs qui vont aller faire de la motoneige ou du quad. Et aussi, il y a toute la question opérationnelle. Par exemple, une personne qui va se perdre en forêt et qui nécessite une intervention de recherche et sauvetage, bien là, à ce moment-là, les équipes vont entrer. S'il y a des policiers, par exemple, sur la relève, c'est eux qui vont prendre l'équipement. Sinon, ben, on va faire appel aux policiers qui sont formés pour utiliser ces équipements-là. Donc, oui, c'est oui, c'est une belle fonction. On s'entend. Cependant, c'est un besoin parce que malheureusement, il y a beaucoup de collisions qui surviennent aussi. De collision. Ah Oh, ouais? OK. OK. Ouais, puis Des d'infractions en général. Là, des il y a infractions, des gens qui faculté descendent à côté de affaiblie. parce ça, que l'affaiblie. la conduite capacité affaiblie, les vitesses dans les sentiers, aussi tout ce qui est Le non-respect des sentiers, c'est ça tombe circulation à l'extérieur des sentiers sur des terrains dont les propriétaires ne fournissent pas l'autorisation. Il y a une multitude d'infractions. Donc, ces patrouilleurs-là sont là pour les faire appliquer. Donc, c'est pas de la villégiature qu'ils font. Il y a vraiment un travail de Il n'y a pas de canne à pêche. non, ils ont vraiment pas le temps. Ils ont vraiment pas le temps parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vérifier. Puis souvent, il y a des opérations qui se font en partenariat aussi avec les clubs de motoneigistes et tout ça pour Ouais. vérifier si Qui sont tout le monde est 100% conforme. bénévoles souvent, donc ils ont besoin de votre présence pour les aider. Là. Ben, en fait, c'est parce qu'on a des pouvoirs qui sont différents. On a des lois qui sont différentes. Eux vont gérer la gestion des sentiers. Nous, on va s'occuper de tout ce qui est loi des véhicules en route, code criminel, même le code de la sécurité routière dans certains Y a-tu des opérations minounes sur les VTT ou sur les skidoo? Ben, Un il y a- vieux bravo. Là. ben, en sais fait, pas, il y a hein, de l'équipement, il y a de l'équipement qui sont moi, j'ai pas ma formation de motoneige, fait que je rentrerai pas dans tous les détails. Non, c'est là, bon. mais il y a quand même des équipements qui sont obligatoires pour une question de sécurité. OK. Donc, oui, ils font de la vérification pour s'assurer. Ils appellent pas ça minoun. Là. Je sais pas comment ils appellent ça. Ils appellent ça mais- skidoun. Les opérations skidoo. Mais oui, ça fait partie de leur travail. C'est quoi le degré de tolérance? Parce que, bon, on s'entend, là, je pense que c'est dit, dans les bateaux, il y a toujours des consommations alcoolisées. Vous les voyez, mais comment on gère ça? Ben, c'est-à-dire que tolérance, les policiers ont un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que chaque policier a un pouvoir qui leur appartient, qui est prévu dans la loi, de décider s'ils émettent une contravention ou non. Donc, la tolérance, on ne peut pas dire qu'il y a une tolérance sur telle chose ou... tu sais, ça s'applique également pour le code de la sécurité routière pour la vitesse. Si tout le monde qui me posait la question jusqu'à combien je peux rouler me donnait 5 je serais millionnaire. C'est quoi la réponse? C'est parce qu'il n'y en a pas Je sais. il y en a pas de 104. de seuil de tolérance parce que, justement, les policiers ont un pouvoir discrétionnaire et tout dépend des circonstances, tout Ouais. dépend de c'est quoi la circulation, c'est quoi la route, c'est quoi les conditions routières, les conditions climatiques. Mhm. Donc, oui, le policier peut émettre une contravention, son collègue peut-être ne l'aurait pas émis, mais ça fait partie du pouvoir discrétionnaire. La question qu'il faut se dire, c'est que dès qu'on contrevient à un règlement, on est passible d'une infraction. J'ai d'avoir juste le pouvoir discrétionnaire, ça pourrait tu dire que si mettons sur une route à 90, il fait pas beau, c'est dégueulasse. Quelqu'un qui roule 90 pour avoir un ticket? Oui. mettons? Il y a un article au Code de la sécurité routière qui prévoit que la personne, compte tenu des circonstances, exemple les conditions climatiques ou les conditions de la route, même s'il était en deçà de la limite, si son comportement représentait un danger, par exemple une route là où
tu roules à 60 puis c'est dangereux, là, puis que lui, il roule à 90, à ce moment-là, il n'a pas adapté sa conduite aux conditions climatiques. Donc, oui, il peut y avoir une infraction. Puis là, est-ce que c'est l'infraction de haute vitesse ou c'est plus quelque chose de danger? En fait, c'est un article spécifique pour ce comportement-là. Cool. Mythe ou C'est bon à réalité, savoir. les fameuses trappes à tickets. Ça aussi, grosses questions. si on me posait la question à chaque fois, je pense aussi que je pourrais prendre ma retraite. Tu sais, l'entrée de la corne, là. Faut comprendre une chose, par contre. Les policiers, quand on décide de faire des opérations cinémomètre, OK, ce qu'on appelle communément le radar, mais le vrai terme, c'est un cinémomètre, nous, encore là, on a beaucoup d'informations que les gens ignorent. C'est-à-dire que nous, on sait nos secteurs qui sont accidentogènes, c'est-à-dire où est-ce qu'on a beaucoup de collisions. Nos secteurs aussi qui génèrent beaucoup de plaintes, parce qu'on a beaucoup de témoignages, soit des citoyens, par exemple aussi, peut-être même des conseillers municipaux qui vont nous avertir qu'à telle place. Donc, avant de parler de trappe, moi, je dirais, est-ce que c'est un secteur qui est problématique au niveau de la vitesse? Est-ce que c'est un secteur qui a eu des collisions? Est-ce que c'est un secteur qui a présence d'écoles? Est-ce qu'il peut y avoir une traverse de brigadiers? Donc, nous, dans le fond, avant de décider, OK, on va à telle place, des fois, puis même la majorité du temps, on va se baser sur des informations qu'on a. Donc, non, je pense pas que ça serait le bon terme à dire. Je pense plus qu'on c'est dans la culture populaire, c'est implanté. Encore là, c'est implanté parce que les gens n'ont pas le portrait global. On voit juste un char sur le bord. Puis le gars parle juste de son ticket qu'il a reçu. Il parle pas de tout ce qui est sans globe autour. C'est ça, exactement. Il faut penser plus large. Mais on comprend les gens d'avoir une opinion. Mais quand tu n'as pas toutes les données, il faut juste faire attention. Ce que je comprends, dans le fond, c'est que s'il y a plus de présence policière sur la 117, par exemple, c'est parce que c'est une route qui est plus à risque. La 117... qui doit être plus spéciale. Si on parle de la 117, je peux vous en parler parce que je suis activement impliqué dans une campagne de sensibilisation actuellement sur la route 117 qui est « Fais pas l'autruche ». Pourquoi « Fais pas l'autruche » ? Parce que on a tracé un portrait quand même assez précis de qui utilise la route 117 et qu'est-ce qui est problématique. Et qu'est-ce qui est problématique sur la route 117, c'est l'impatience au volant. On a affaire à des gens qui connaissent la 117. Certains la connaissent comme le fond de leur poche. Oui, ils pourraient dire sont où les nids de poules partout. Là. C'est ça. Mais les courbes, ils savent parce qu'ils apprennent 2 fois par jour depuis 20 ans. C'est clair. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, il y a eu une augmentation du nombre de circulations. On s'entend, les mines vont à fond de train actuellement par rapport à des années 90, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de circulation sur la route. Donc, les gens qui sont habitués de faire cette route-là, quand ils sont devant une augmentation du flot de circulation ou quand il y a un imprévu sur la route, tout ça, souvent, le degré d'impatience va monter assez rapidement et c'est ce qui va occasionner les fameux comportements que les gens dénoncent, que ce soit suivre de trop près, dépassement dans une zone légale, mais à la dernière minute, et tout ça. Les dépassements de 10 chars. Ce qu'on est en train d'essayer de faire comprendre aux gens, c'est qu'il ne faut pas faire l'autruche. La situation a évolué sur la route 117. Il y a plus de circulation et il faut prendre les mesures pour partir plus tôt. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix, c'est rendu comme ça. Puis on le dit tout le temps, si la personne est prête à attendre 15 minutes pour son café dans un service à l'auto, il est peut-être capable de partir 5 minutes avant ou 10 minutes avant. Donc, c'est la problématique qu'on a sur la route 117. Puis, si je vous disais le nombre de véhicules de circulation qui passent, par exemple, sur le pont de la rivière Thompson, vous seriez impressionné. Là, on parle de 4 millions de déplacements par année. Pas de 4 millions de véhicules, parce que des fois, le même véhicule peut passer plusieurs fois, mais on parle quand même de déplacements, ce qui fait dire qu'il y a beaucoup de circulation. C'est quand même assez fou, la 117, mais j'ai l'impression aussi qu'il y aurait des travaux à faire, en tout cas un peu plus poussés du MTQ. Là. Ça voyons, voyons. En fait, il y a un troisième lien qui fait rien à Québec, on peut l'amener. Je vais vous dire ce que je réponds à tous qui me posent cette question-là. Moi, je vais agir sur ce que je peux agir, c'est-à-dire sur le comportement des automobilistes, peu importe la route, l'infrastructure qu'il y a là, tout simplement.
Non, c'est Of ça. Puis course. ça appartient à nos acteurs politiques et administratifs Puis de quand même, d'agir. Puis il faut comprendre aussi que même si on décidait du jour au lendemain de créer une route à 5 voies de large, L'autoroute de l'Abitibi. on s'entend qu'on est encore plusieurs années à vivre une situation comme celle-ci. Ouais, Alors, ouais. Ouais, il puis faut même- quand même, c'est là qu'il faut changer Tu as nos étudié au comportements. Saguenay, tu as travaillé là-bas, la fameuse autoroute Alma-Labé qui sera ni à Alma ni à Labé, en tout cas, un gros dossier. Mais, ça, les deux. dans ma tête, je fais un parallèle entre la route 117 et cette route-là. J'ai l'impression que ça se ressemble. Il y a beaucoup de circulation entre les deux secteurs. Des gens qui travaillent d'un bord puis de l'autre. Ben, je pourrais pas m'aventurer là-dedans parce que je connais pas Ouais, assez. je Je comprends. connais l'axe routier, mais Mhm. de là à faire une comparaison. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que du côté de la 117, on a vraiment tracé, on a même tracé ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire le conducteur typique de la route 117. C'est qui? Et, C'est ben, toi, Matt, c'est moi? en fait, C'est-tu moi? en fait, c'est simple. T'es plus souvent là que moi. Je Ouais. peux vous en parler. Ouais. On parle souvent d'un travailleur, oui, du monde minier, mais aussi qui peut être Fonctionnaire. Puis... ou qui fait une rotation autour de ce, OK. ce milieu-là, qui conduit souvent un véhicule qui va être pas juste un moyen de se déplacer de A à B. Pour lui, son véhicule, c'est très important. OK. Souvent, va partir à la dernière minute parce qu'il connaît la route et tout ça. Il va se faire surprendre par quelque chose, un imprévu ou fermeture de route ou un véhicule lourd ou une série de véhicules lourds. Et là, c'est là que l'impatience peut arriver. Puis, ce qui est intéressant dans cette campagne-là, c'est que c'est vraiment plusieurs personnes qui se mobilisent. C'est pas juste la police, là. On parle le milieu de la police, le milieu du contrôle routier, du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Mhm. les commissions scolaires ou les centres de services scolaires maintenant. Oui, il y a beaucoup d'autobus quand même. Oui, parce qu'ils ont une problématique avec ça. Autobus Maheu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un autobus qui est lettré, fait pas l'autruche, là, l'autobus bleu avec l'autruche, parce qu'ils font partie aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens, c'est facile de rallier tout le monde parce qu'on connaît tous quelqu'un ou on apprend tous la 117. Puis on a tous le même réflexe, comme quand il y a une collision qui arrive, on texte nos amis pour savoir s'ils sont arrivés à Rouen ou s'ils sont arrivés à Val-d'Or ou t'es-tu correct parce que je savais que tu prenais la route aujourd'hui. Puis on veut vraiment éviter ça. Là, avant, le temps tire à sa fin, mais Ouais. avant qu'on termine, il y a un certain commandant Chiasson qui me dit qu'il y avait un Thomas Lisotte qui avait été aperçu à Val-d'Or à un hôtel. Ah. Qu'est-ce que la police de Val-d'Or a fait dans ce dossier-là? De quoi tu parles? C'est quoi ça? OK. Là, je vais mettre quelque chose au clair. De quoi tu parles? Parles-tu d'unité Je n'écoute pas District 31. Mais je connais Thomas Lisotte pour m'en faire parler quasiment à sûr, hein? tous les jours. 1 million de personnes qui écoutent ça, juste assez, hein? Bon, OK. Pour les fins là, je pense que tu as déstabilisé tes collègues. Ben, Moi, je suis nous autres, le on seul écoute qui écoute pas ça non plus la plus. culture pop québécoise. Là. Et quand ça a commencé, cette fameuse saga de Thomas Lisotte, j'ai reçu des messages, mais des messages de c'est As-tu bon. vu Thomas? As-tu vu C'est bon. Hey là, vous devriez aller à telle place. Non, je ne l'ai pas écouté. Non, on l'a pas vu. Et non, on n'est pas intervenu avec lui. Mais en tout cas, il se cache ça encore? Non, là, il est arrêté finalement. Il a été Bon. aperçu à Montréal. Son chum, l'ancienne police. Mais si Thomas Lisotte avait existé pour vrai, on l'aurait probablement ça, trouvé. mais ça, d'ailleurs, tu sais, District 31, c'est évidemment une série culte populaire québécoise. Oui. Le On nous en portrait- parle beaucoup. On nous Ouais. en parle beaucoup. En bien ou en Ben, mal? en fait, en bien. Ouais. Comme je vous dis, moi, malheureusement, je ne l'ai pas écouté, fait que je ne m'aventurerai pas Il y a dans juste dans 60 commenter. épisodes, puis il y a 6 saisons. Ouais, c'est ça. Mais toute série policière qui vise à démystifier un peu notre travail, ben c'est toujours bien. C'est toujours bien. Tu sais, ça peut être, on s'entend, c'est des émissions de télévision, c'est romancé, mais il y a eu beaucoup de séries qui se sont faites dans les dernières années, que ce soit... On aime ça au Québec, hein? La Ben, police, oui, ça nous, oui, il y en a beaucoup. Puis ouais. je pense à 19-2. Je vous dirais que ça a commencé là 19-2, puis ensuite, il y a eu plein de séries. C'est vrai, ça, les chevreuils? C'est Euh, répandu pour vrai?
En fait, je l'avais jamais entendu, mais depuis que... Ça a été instauré, pas pire. Ouais, ça s'est instauré. C'est pire que le bonjour de la police de RBO. là. Ah, ça aussi, je l'ai entendu souvent. Mais non, ben, c'est des séries qui... Puis on comprend les gens. Hein. C'est fascinant, la police, quand tu vois ça de Ouais. l'extérieur. Puis des fois, nous, quand on est plongé là-dedans, dans c'est notre quotidien, on se dit, ben voyons, pourquoi les gens... Mais il y a quelque chose de... Tu sais, de par ce qu'on porte, de par les voitures qu'on a, les dossiers qu'on fait affaire, puis on s'entend qu'on fait affaire avec différentes situations, on voit de tout dans la police. Puis je peux comprendre les gens, puis je peux comprendre même les créateurs de créer des séries parce qu'il y a de la matière à l'infini là, Mhm. avec la police. Mais c'est pas toujours vrai. Puis surtout les films, là, il y a bien des choses qui passent là-dedans. Les que avocats qui rentrent dans le poste de police comme de notable. Ben, en fait, ouais, c'est ça. On a des règles à respecter. Oui, les gens peuvent communiquer avec un avocat, mais ça se fait pas comme dans les films. Non, les policiers ne partent pas leur sirène gyrophare un coup que le suspect est menotté en arrière pour s'en aller vers le poste. Il n'y a plus rien d'urgent. Faut y aller vite. Il y a plein de choses que... Puis, je vous donne une petite chose, mais nous, on est capable de détecter tout de suite quand c'est un acteur versus un vrai policier, parce que ça arrive des fois qu'il y a des policiers qui aident à faire... en figurant. Mais là, quand on voit, par exemple, tout l'équipement dans le dos, Ah, ah. ben là, on se dit, Ouais. ben, t'essaieras de t'asseoir dans une voiture de police avec ta radio Ouais, dans le hein. dos. Puis il y a des séries qui nous étonnent, par contre, justement. On parlait de 19-2. Moi, quand je regardais les acteurs de la manière, là, on se disait, oh, là, il y a des policiers qui ont vraiment aidé à faire tout. Là, ils ont fait beaucoup de travail terrain. Ils ont fait du travail, Ils ils ont fait beaucoup de travail terrain. C'est Moi, ça. j'avais vu ça, là, ils ont suivi des policiers. Moi, pour ça m'avait l'allure marqué de la manière qui gesticulait, parce qu'il faut s'entendre, on a quasiment 30 livres de stock sur nous. C'est ça, ouais. Fait que il vient temps qu'on place nos équipements de manière que ça soit ergonomique et tout ça. Puis ça, on le remarque, nous. On est un peu tannants. Comme là, en ce moment, es-tu confortable ou. Oui, moi, Ouais, ça va, Ouais, ça ouais, va. ça va. Puis on s'habitue là, avec ces ouais. équipements-là. Mais des fois, ma blonde, elle me dit, ah, OK, arrête. Là. Des fois, je regarde une série et je me dis, ah non, ça se peut pas. On fait pas ça. Non, non. Tu sais, mais ça fait partie de Ouais, j'imagine qu'un L'information. médecin qui regarde Grey Anatomy ou des trucs de même, je veux dire, il doit dire, non, ça n'a pas rapport, ça. C'est ça. Ouais, Il a coupé la horte. Tu vois bien que ça marche pas. C'est pas une trachéotomie qu'il a faite, c'est un assassinat. Mais pour parler de District 31, entre autres, j'ai beaucoup de collègues qui l'écoutent par Ouais. contre. Puis il y a un certain rapprochement avec la réalité, mais des fois, Ton boss, il n'est pas dans les services secrets canadiens. non. Je penserais pas. En tout cas, tu le saurais pas de toute façon. En tout cas, il cache bien son jeu, c'est dans les services Il secrets est aussi canadiens. bon acteur que Gildor. Ouais. Je comprends pas. Merci beaucoup, Jean-Raphaël Drolet, d'avoir pris cette heure aussi généreuse avec nous autres, de nous Ben, avoir... ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Là, vous n'allez pas regretter d'avoir invité une police. Ben, Pas c'est en plus tout. toi, j'espère que tu Non. ne regretteras pas d'être venu répondre à nos questions niaiseuses. Là. Non. C'était très parfait. On a eu beaucoup de plaisir, merci beaucoup. Puis, on aura l'occasion de poursuivre la discussion certainement dans une autre saison de... Bon, on te suit dans le fond sur tes chaînes YouTube. Ouais, sur SQTV Sûreté du Québec, facile à trouver. SQTV Sûreté du Québec sur YouTube. Il y a un épisode à tous les 2 semaines. On est 4 là-dedans. On est 4 vulgarisateurs. Il y a moi du côté de Val-d'Or, parce qu'on voulait quelqu'un en région. Ouais. Puis j'ai 2 collaborateurs à Québec, puis une à Montréal. Si tu as besoin de figurants, faire des criminels, des bombes, quelque chose, là, on est disponible. Oui, bien, ça arrive des fois là, actuellement, il y a quelques policiers qui ont participé. Ah ouais? OK. Ah oui, il y en a qui on découvre des talents d'acteurs. Bon, On fera les bombes. L'invitation est lancée. Si jamais si vous avez besoin de nous autres, on va être là. C'est bon. Merci beaucoup, Jean-Raphaël. Merci beaucoup.